Néron, le 5e empereur de Rome, est une figure qui continue de fasciner et de scandaliser. Son nom est pour toujours associé à la tyrannie, à l'extravagance et à une cruauté sans borne. La postérité a retenu de lui l'image d'un monstre, un despote qui aurait chanté et joué de la lyre pendant que sa capitale, Rome, était dévorée par les flammes. Cette accusation, bien que profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, est-elle le reflet de la réalité historique? Pour comprendre l'homme derrière la légende, il faut remonter le fil de sa vie, une vie marquée par les complots, les passions et une quête effrénée de reconnaissance artistique. Néron, Claudius César, Augustus Germanicus, naquit en 37 après J.C. à Antium. Sa mère, Agrippine la Jeune, était une femme ambitieuse et impitoyable, descendante directe de l'empereur Auguste. Elle voyait en son fils l'instrument de sa propre ascension vers le pouvoir suprême. Agrippine manœuvra avec une habileté diabolique pour écarter tous les rivaux potentiels de son fils. Elle parvint à séduire et à épouser son propre oncle, l'empereur Claude, un homme vieillissant et facilement manipulable. Une fois impératrice, elle le persuada d'adopter Néron, le préférant à son propre fils, Britannicus. La voie vers le trône était désormais grande ouverte pour le jeune homme. En 54, après J.C., Claude mourut subitement, empoisonné, selon la rumeur, par un plat de champignons préparé par son épouse attentionnée. Néron, à l'âge de seulement 16 ans, fut acclamé empereur par la garde prétorienne. Le rêve d'Agrippine était enfin réalisé. Les premières années de son règne, connues sous le nom de Quinquennium Neronis, furent relativement paisibles et prospères. Néron, encore sous l'influence de ses conseillers, le philosophe Sénèque et le préfet du prétoire Burrus, gouverna avec une certaine modération. Le Sénat retrouva une partie de son autorité et la justice fut rendue de manière plus équitable. Cependant, l'ombre d'Agrippine planait toujours. L'impératrice mère, avide de pouvoir, ne supportait pas de voir son influence diminuer. Elle tentait de contrôler chaque décision de son fils, s'immisçant dans les affaires de l'État et dans sa vie privée. La relation entre la mère et le fils se détériora rapidement, devenant un conflit ouvert pour le pouvoir. Néron, poussé par ses maîtresses et ses courtisans, commença à ressentir sa mère comme un obstacle intolérable à son autorité absolue. La rupture devint inévitable. Néron décida d'éliminer celle qui lui avait donné la vie et le pouvoir. Il organisa une première tentative de meurtre en faisant saboter un navire sur lequel sa mère devait embarquer. Le plan était ingénieux. Le navire, conçu pour s'effondrer en pleine mer, devait faire passer sa mort pour un accident. Agrippine, cependant, survécut miraculeusement à la noyade et rejoignit la côte à la nage. Furieux de cet échec, Néron abandonna toute subtilité. Il envoya des assassins à sa villa pour achever la besogne. Face à ses bourreaux, Agrippine aurait montré son ventre en leur criant « Frappez ici, car c'est ici qu'a été porté Néron ». Ce matricide, un crime d'une gravité sans précédent à Rome, marqua un tournant dans le règne de Néron. Néron se voyait moins comme un empereur que comme un artiste. Il se passionnait pour la poésie, le chant, la musique et les courses de chars. Il rêvait de gloire sur scène, d'être acclamé par les foules non pas pour son statut impérial, mais pour son talent. Cette passion, considérée comme indigne d'un empereur romain, choquait profondément l'aristocratie conservatrice. Pour eux, un empereur se devait d'incarner la gravitas, la dignité et la sévérité, et non de s'abaisser au rang d'un histrion. Néron, cependant, n'en avait cure. Il organisa des spectacles grandioses, les Néronia, où il se produisait lui-même sur scène, chantant ses propres poèmes en s'accompagnant de la cithare. Il força les sénateurs et les chevaliers à assister à ses performances, qui duraient parfois des heures. Le public, terrorisé, n'osait pas quitter le théâtre, même pour les besoins les plus pressants. Certains feignaient la mort pour être emportés hors de l'enceinte. Son désir de reconnaissance artistique le poussa même à entreprendre une grande tournée en Grèce, la patrie des arts. Là-bas, il participa à tous les concours prestigieux, les Jeux olympiques, les Jeux pithiques, les Jeux néméens et les Jeux ismiques. Les juges, évidemment, n'eurent d'autre choix que de lui décerner toutes les couronnes. Il revint à Rome en triomphateur, non pas comme un général victorieux, mais comme un artiste accompli, sa procession encombrée des 1808 trophées qu'il avait remportés. Cette obsession pour l'art, cette confusion entre la scène et le pouvoir, contribua à l'isoler de l'élite dirigeante et à alimenter la haine à son encontre. Puis, en l'an 64, après J.C.,
survint la catastrophe qui allait sceller à jamais sa réputation. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, un incendie se déclara dans la zone du Circus Maximus. Le grand cirque de Rome s'est... Le feu, attisé par un vent violent, se propagea rapidement à travers les rues étroites et sinueuses de la ville. Pendant 9 jours, les flammes ravagèrent la capitale, détruisant des quartiers entiers, des temples, des monuments et des milliers d'habitations. La panique était totale. Des milliers de Romains se retrouvèrent sans abri, errant dans les rues au milieu des décombres fumants. Le bilan humain fut terrible, même si les chiffres exacts restent incertains. Que faisait Néron pendant ce temps? L'empereur, qui se trouvait dans sa villa natale d'Antium au début de l'incendie, se précipita à Rome dès qu'il apprit la nouvelle. Il organisa les secours, ouvrant ses jardins et les monuments publics pour abriter les sinistrés français. Il fit venir des vivres d'Ostie et des villes voisines et fixa le prix du blé à un niveau très bas pour éviter la famine. Il mit en place un plan d'urbanisme ambitieux pour la reconstruction de la ville, avec des rues plus larges, des bâtiments en pierre pour limiter les risques d'incendie et des portiques pour protéger les passants. Ces mesures, pourtant louables, ne suffirent pas à calmer la colère du peuple. Une rumeur terrible commença à enfler, une rumeur qui allait devenir une légende tenace. On raconta que Néron, du haut de son palais, avait contemplé l'incendie avec un plaisir sadique. Pire encore, on prétendit qu'il était monté sur la scène de son théâtre privé, vêtu d'un costume de théâtre, et qu'il avait chanté la chute de Troie en s'accompagnant de sa lyre, comparant le sort de Rome à celui de l'antique cité d'Ilion. Cette image de l'empereur artiste, insensible au drame de son peuple, était insupportable. L'historien Tacite, notre principale source sur ces événements, rapporte cette rumeur tout en précisant qu'il s'agit bien d'une rumeur, dont l'origine est incertaine. D'autres historiens, comme Suétone et Dion Cassius, la présenteront comme un fait avéré, contribuant à forger la légende noire de Néron. L'idée que Néron aurait joué du violon est un anachronisme. Cet instrument n'existant pas à l'époque, il s'agissait plus probablement d'une cithare ou d'une lyre. Pourquoi cette rumeur a-t-elle trouvé un tel écho? D'abord, la haine que l'aristocratie sénatoriale vouait à Néron. Ses ennemis étaient prêts à croire et à propager les pires calomnies à son sujet. Ensuite, le besoin de trouver un coupable. Face à une catastrophe d'une telle ampleur, il était plus facile de blâmer la folie d'un homme que d'accepter le jeu du hasard ou la vétusté des infrastructures. Enfin, le projet de reconstruction de Néron lui-même alimenta les soupçons. Après l'incendie, il profita des terrains dévastés au cœur de Rome pour se faire construire une nouvelle et somptueuse résidence, la Domus Aurea, la Maison Dorée. Ce palais extravagant, qui s'étendait sur plusieurs collines, était un chef-d'œuvre d'ingénierie et de luxe, avec ses jardins, son lac artificiel, ses salles de banquet au plafond tournant et ses murs recouverts d'or et de pierres précieuses. Pour beaucoup de Romains, il devint évident que Néron avait incendié la ville pour pouvoir réaliser son rêve architectural fou. Conscient que sa popularité était au plus bas et que la colère grondait, Néron avait besoin de trouver des boucs émissaires. Il jeta son dévolu sur une communauté alors minoritaire et mal comprise à Rome, les chrétiens. Accusés d'être des ennemis du genre humain, ils furent arrêtés en masse. S'ensuivit une persécution d'une cruauté inouïe, la première grande persécution de l'histoire du christianisme. Tacite décrit avec horreur les supplices infligés aux chrétiens. Certains furent crucifiés, d'autres livrés aux bêtes féroces dans l'arène. D'autres encore, enduits de poix et de résine, furent transformés en torches vivantes pour éclairer les jardins de l'empereur durant ses fêtes nocturnes. Néron offrit ses propres jardins pour ce spectacle macabre. Cette barbarie, loin de lui ramener la faveur du peuple, suscita un sentiment de pitié pour les victimes, même parmi ceux qui méprisaient leur foi. La fin du règne de Néron fut marquée par une succession de complots et de révoltes. En 65, une vaste conspiration menée par le sénateur Pison fut découverte. La répression fut sanglante. De nombreux sénateurs et intellectuels furent contraints au suicide, parmi lesquels Sénèque, l'ancien précepteur de l'empereur, et le poète Lucien. La terreur s'installa à Rome. Personne n'était à l'abri de la paranoïa de l'empereur. Puis, en 68, les légions se soulevèrent. Julius Vindex, gouverneur de la Gaule lyonnaise, puis Galba, gouverneur de l'Espagne tarraconaise, se rebellèrent contre son autorité. Le Sénat, enhardi par ces révoltes, déclara Néron ennemi public et reconnut Galba comme le nouvel empereur. Abandonné de tous, Néron s'enfuit de Rome, déguisé en esclave.
Traqué par les soldats du Sénat, il se réfugia dans la villa d'un de ses affranchis. Comprenant que tout était perdu, il décida de se donner la mort promptement. Mais le courage lui manqua. Il hésitait, se lamentant sur son sort. « Quel artiste périt avec moi ?» aurait-il murmuré. Finalement, alors que les cavaliers approchaient, il se fit aider par son secrétaire, Épaphrodite, pour se planter un poignard dans la gorge. Il mourut à l'âge de 30 ans, mettant fin à la dynastie Julio-Claudienne. Sa mort plongea Rome dans une année de guerre civile, l'année des 4 empereurs. L'image de Néron jouant de la lyre pendant que Rome brûle est donc bien une légende, une construction a posteriori façonnée par ses ennemis politiques et par les auteurs chrétiens qui voyaient en lui l'antéchrist au point. Cependant, cette légende révèle quelque chose de profond sur la nature de son règne, la confusion tragique entre l'art et le pouvoir, entre l'esthétique et la politique, point et soin. Néron voulait être un empereur artiste, mais il ne fut finalement perçu que comme un tyran sanguinaire. Son histoire est celle d'un homme écrasé par le poids du pouvoir absolu. Un homme dont les rêves de gloire artistique se sont brisés sur la réalité brutale de la politique romaine. Il a laissé derrière lui une ville reconstruite et modernisée, mais aussi le souvenir impérissable d'un règne de terreur et de démesure. La Maison Dorée, symbole de son hubris, fut en grande partie détruite par ses successeurs, et sur l'emplacement de son lac artificiel fut construit le plus grand amphithéâtre du monde, le Colisée. Un ultime paradoxe pour cet empereur qui, toute sa vie, avait préféré la scène du théâtre à l'arène des gladiateurs. La postérité, cependant, ne lui a accordé aucune pitié, le figeant pour l'éternité dans cette posture infamante, celle de l'empereur qui chantait pendant que son monde s'effondrait.